Merci, Monsieur le ministre, de votre présence. On sait que, surtout en sa période de présidence française de l'Union européenne, votre temps est précieux. Et donc, merci de consacrer un peu de ce temps à un échange avec les étudiants. Merci à Jérôme Quéré et au Mouvement européen d'avoir co-organisé avec l'IRIS ce débat, cette rencontre, donc pour effectivement parler des enjeux européens qui sont essentiels. L'IRIS a pour particularité d'être à la fois un think tank et une école de relations internationales, ce qui explique donc la présence de nos étudiants ce soir et ce qui fait notre spécificité. Et tout de suite, je passe la parole à Jérôme Quéré. Bonsoir à tous. Je vais utiliser ce micro-là. Vous préférez? Oui. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le secrétaire d'État, de nous avoir fait le plaisir de venir à cet événement. Nous avons le plaisir d'organiser donc avec l'IRIS pour un échange sur les priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et on sait à quel point votre agenda est chargé en ce moment. Donc, merci doublement pour nous accorder ce temps. Donc, le Mouvement européen France tenait à organiser cet échange, notamment avec des jeunes, dans la salle, mais également à travers une retranscription par Zoom. Et je salue ceux qui n'ont pas pu être là parmi nous, mais qui nous suivent par Zoom. C'est dans l'ADN du mouvement européen, donc de s'intéresser aux questions européennes, en dehors des présidences françaises qui n'arrivent que tous les 13 ans, et c'est la deuxième, mais plus particulièrement lors de ces présidences. Et d'ailleurs, nos homologues européens font de même. Le mouvement européen Allemagne a reçu l'ambassadeur français à Berlin pour parler de la présidence et faire également ce même exercice. Nous ne pouvons commencer cet échange sur les questions européennes en cette journée triste sans rendre hommage au président du Parlement européen, David Sassoli, qui nous a malheureusement quittés aujourd'hui. Donc, je tenais à lui rendre hommage. C'est un grand Européen et il nous faut le saluer. Sans plus attendre, je passe la parole à Clément Beaune, le secrétaire d'État, pour qu'il puisse brièvement nous présenter ses priorités que vous avez tous normalement reçues dans la salle, pour qu'ensuite, très rapidement, se passe un échange interactif entre monsieur le secrétaire d'État et les gens dans la salle. Si vous permettez, juste Monsieur Beaune, et sans faire une introduction qui a déjà été très bien faite par Jérôme Quéré, que je voudrais remercier ici pour la qualité de la coopération que nous avons et pour l'organisation de cet événement. Je voudrais m'associer aussi à l'hommage qu'il a rendu à la personne de David Sassoli qui nous a quittés dans la nuit d'hier à aujourd'hui. C'est un grand Européen qui est parti et dont il nous faudra effectivement honorer la mémoire. Monsieur le secrétaire d'État, merci de votre présence. Relance, puissance, appartenance, telle est la devise de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Je vais vous laisser présenter les ambitions, les défis de cette présidence et après, nous aurons un temps d'échange important avec les étudiants de l'IRISUP. Donc, je vais vous laisser environ 10 minutes, si vous le voulez bien, pour introduire cet échange et nous modérerons voilà, cet échange avec la salle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le directeur, cher Pascal Boniface, pour votre accueil. Merci, cher Édouard Simon, et merci, Jérôme Quéré et le mouvement européen d'organiser cet événement et puis de me donner l'occasion. Vous rappeliez que la période était chargée, ça n'est pas faux, mais c'est important aussi. Et je me réjouis qu'on puisse avoir cet échange pour essayer de vous présenter en pas trop de temps pour laisser ensuite la place à une vraie discussion, les priorités de cette présidence. Et vous dire peut-être d'abord, si je puis dire, parce que beaucoup d'entre vous êtes assez experts, mais en quoi, tel que je le formulerai avec mes mots, cela consiste. Une présidence française du Conseil de l'Union européenne, c'est un exercice qui ne revient pas très souvent, tous les 13 ans et demi dans une Europe à 27, qui est en même temps un exercice auquel, dans l'histoire européenne récente, la France s'est habituée. Notre diplomatie, notre système administratif et politique, c'est la 13e fois que la France prend cette présidence depuis le 1er janvier cette fois-ci, et qui est la présidence d'une institution de l'Union européenne, comme vous le savez sans doute. On abrège généralement nous-mêmes en disant présidence française de l'Union européenne, mais pour être tout à fait précis, dans un lieu de recherche et d'enseignement, c'est la présidence française du Conseil de l'Union européenne, comme le rappelait Jérôme. Et c'est important parce que ça veut dire aussi que, une façon de minimiser les enjeux, mais d'être clair et réaliste,
La France ne préside pas toutes les institutions européennes. On nous le reprocherait d'ailleurs, on nous reproche parfois de le croire. Mais pendant ce temps, il y a beaucoup de négociations à mener. Et il y a une différence qu'on ne perçoit pas toujours dans la présentation politique des choses, c'est que depuis le nouveau traité, le dernier en vigueur, le traité dit de Lisbonne depuis 2009, la France, n'importe quel pays d'ailleurs qui assure la présidence semestrielle du Conseil, n'assure plus la présidence de l'institution la plus politique ou la plus intergouvernementale qu'est le Conseil européen, qui a, vous le savez, un président permanent, Charles Michel, pour ce mandat qui s'achève d'ailleurs au printemps. Pour poser un petit peu les enjeux, sans vouloir être moi-même en train de faire une forme de cours, mais peut-être aussi pour dire que une présidence, si je le résume, c'est trois choses principalement. C'est d'abord un moment politique dans tout pays. Je ne le dis pas parce que nous avons des élections qui arrivent, mais tout pays, petit ou grand en Europe, en fait un moment, et ça sert aussi à ça, d'appropriation des sujets européens, une forme de vitrine de ses idées pour l'Europe ou de ce que fait l'Europe dans son pays. C'est ce qu'on essaye de faire à travers des événements académiques, culturels. On a inauguré hier avec la ministre de la Culture la programmation culturelle de la présidence. C'est important aussi. Vous avez vu des débats ou parfois des polémiques plus ou moins intéressantes sur la question des drapeaux ou des symboles, mais c'est aussi ça une présidence, c'est qu'elle fasse finalement émerger un débat ou au moins une discussion sur le sujet n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais je le dis parce que ça veut dire aussi qu'une présidence qui ne dure que très peu de temps, 6 mois, c'est un moment où vous récolter, si les choses sont bien passées, les fruits d'un travail préparatoire, d'un travail d'idées, de négociation, de ralliement de pays à vos propositions qu'on fait plusieurs années avant. Si je regarde les choses depuis 2017, puisque c'est le début du mandat du président Macron, on a fait des propositions, il a fait des propositions détaillées, assez nombreuses dans son discours sur l'Europe à la Sorbonne en septembre 2017. Beaucoup de ces idées se retrouvent, c'est assez cohérent, dans le programme de la présidence et beaucoup de ces idées ont avancé, je crois, tant mieux, mais on a encore pour certaines d'entre elles, parce que les choses prennent du temps dans une Europe à 27, une forme d'impulsion politique à donner et cette présidence sera l'occasion, sur la régulation du numérique, sur le climat, j'y reviens dans un instant, d'avoir des résultats d'un long travail de discussion, de négociation préalable. C'est justement la deuxième dimension d'une présidence, c'est un accélérateur. Le pays qui assure la présidence est en fait un super organisateur d'une institution qu'est le Conseil, c'est-à-dire la représentation des États membres, un super organisateur et un super négociateur, puisque c'est aussi le pays. Ça commence aujourd'hui, par exemple, sur les textes relatifs au numérique, aux grandes plateformes numériques, aux GAFA, par exemple, qui mènent les négociations avec le Parlement européen pour adopter des législations européennes. Quand je dis accélérateur, ça veut dire que ce que vous faites de mieux pendant une présidence, c'est de choisir un ordre du jour. Alors, ça paraît un peu ennuyeux, un peu réducteur, mais c'est ça au fond. On peut choisir des thèmes qu'on ralentit un peu parce qu'on estime qu'ils ne sont pas très importants. Je prends un exemple pour être tout à fait honnête entre nous. Les accords commerciaux, pour certains, comme le Mercosur, auxquels on a quelques reproches à faire, on ne rouvrira pas tout de suite une discussion là-dessus parce qu'on pense, on l'a dit clairement, que cet accord ne doit pas aboutir. D'autres pays qui, en présidence, y tiendraient beaucoup et rouvriraient le débat. Donc, une présidence, c'est aussi choisir ses thèmes offensifs et défensifs. Plus positivement ou plus offensivement, ça veut dire qu'on choisit des priorités sur lesquelles on met de l'énergie politique, on essaye de faire accélérer les négociations, on essaye de trouver des compromis, sachant que quand vous présidez les réunions de ministres ou d'autres négociations, vous devez être équilibré, neutre et c'est pour ça que tout ce travail de préparation est aussi important, puisqu'une fois que vous avez le micro et que vous présidez une réunion européenne, on doit tenir compte des positions de chacun. Ce n'est plus tout à fait le moment où vous essayez de vous faire des alliés, vous essayez de recueillir le compromis que vous avez patiemment bâti les mois précédents. Pour prendre cet exemple d'accélération, c'est justement les sujets sur lesquels on a décidé de mettre notre énergie et notre poids. Je ne vais pas tous vous les citer, je vous rassure, parce qu'il y a beaucoup de négociations dans une présidence, quoi qu'il arrive, dans tous les domaines ministériels. Mais je prendrai 4 exemples qui, je pense, sont assez concrets pour montrer ce qu'on peut essayer de réaliser en ayant fait le travail que je décrivais avant et en accélérant les négociations pendant notre semestre. Dans le domaine du climat, il y a de nombreuses négociations européennes en cours. On va essayer de les faire avancer toutes le plus possible. Il y en a une
C'est là que la présidence joue son rôle en choisissant quelques objets qui lui tiennent à cœur, qui me paraît très importante. C'est ce qu'on appelle en langage bruxellois, pas très joli, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Bon, derrière cet acronyme MACF, pas très attirant, se cache, si je puis dire, une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Alors, pas la taxe carbone qui nous a valu tant de débats nationaux, mais l'idée simple que si on demande à nos entreprises, à certains secteurs économiques en particulier, l'industrie automobile, l'industrie sidérurgique, l'industrie production d'énergie, électricité et autres en général, de se verdir, comme on dit, d'être moins polluante, c'est vital. L'Europe y est engagée. On doit aussi faire en sorte que on n'annule pas ces efforts en important, par exemple, des produits sur notre marché, qui est un marché globalement ouvert, qui ne respecte aucune de ces règles. Pour simplifier, mais c'est tout à fait l'idée de ce mécanisme. Si je demande à un constructeur automobile allemand, italien ou français de produire plus vert, donc à court terme sans doute plus cher, d'avoir d'avoir des voitures qui émettent moins de gaz à effet de serre, d'avoir un processus de production qui pollue moins en lui-même, etc. Eh bien, je ne peux pas leur dire, mais vous allez rire, les Coréens, les Chinois, les Américains, les Brésiliens peuvent vendre sur le même marché une voiture qui n'est soumise à aucune de ces règles. Ce serait écologiquement absurde, économiquement destructeur et socialement suicidaire. Donc, je pense que ce mécanisme, si on l'explique comme ça, est très important. Là-dessus, ce n'est pas facile, ça c'est un combat d'une présidence. J'espère qu'on aura un résultat politique. Ça veut dire que débat après débat, réunion après réunion, on va le mettre sur la table et essayer d'obtenir une négociation réussie d'ici la fin du semestre. Deuxième exemple, je serai plus rapide, c'est le numérique. On en parle aussi beaucoup. C'est pour ça que j'évoquais la négociation pour être très concret dans l'actualité qui commence aujourd'hui. Il y a des textes qui sont en discussion depuis plusieurs mois qu'on appelle, là aussi c'est pas très élégant, pas très attractif en termes de marketing, le DSA et le DMA, qui sont en gros deux textes qui créent des responsabilités juridiques pour les grands acteurs numériques, Google, Amazon et d'autres, au-delà d'un certain seuil d'activité ou de chiffre d'affaires, pour qu'ils soient, disons, responsables des contenus que ces grands acteurs diffusent ou des produits qui sont vendus sur des places de marché que vous connaissez bien. Aujourd'hui, on est dans une ère de relative irresponsabilité. C'est-à-dire très facilement, une plateforme peut dire, moi, il y a un contenu raciste, antisémite ou incitant à la haine qui est sur ma plateforme, mais ce n'est pas moi, c'est celui qui l'a posté ou celle qui l'a posté. Moi, je ne fais que transmettre et je n'ai pas de responsabilité. Donc, ça crée un régime de responsabilité. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans ce débat qui pose plein de questions. On ne va pas non plus confier aux plateformes le soin de régir la liberté d'expression. Mais il faut trouver cet équilibre et le faire, je crois, au niveau européen, parce que sinon, nous ne serions pas efficaces pour réguler ces grands acteurs qui sont extrêmement grands. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, qu'une règle française, allemande, a fortiori si elles sont différentes, ne régulerait pas de manière efficace. Et ça, je crois qu'on peut aussi y aboutir sous présidence française. Il y a eu déjà beaucoup de travail avant et accélérer les négociations. Troisième grand sujet qui me tient beaucoup à cœur personnellement, c'est les textes, la question sociale en Europe. On parle souvent de l'Europe sociale, parfois c'est un peu abstrait, parfois c'est même un peu frustrant parce que ça n'avance pas très vite. On a fait quelques réformes récentes qui sont importantes. Je pense à celle qui concerne le travail détaché pour lutter contre le dumping social. Il y a un texte européen très important qui est une directive, une législation sur les salaires minimums en Europe, qui n'est pas, je vais dire malheureusement, un salaire minimum obligatoire décent partout, mais qui pose un certain nombre d'obligations de négociation régulière d'un salaire minimum dans chaque pays européen. Il y en a encore presque une dizaine qui n'en ont pas du tout. Et donc, je crois que ce serait aussi, si on réussissait pendant ce semestre, une avancée importante. Dernier thème ou dernier exemple que je prends, c'est la question des frontières et de la migration. Là aussi, pour montrer quel est un peu le travail d'une présidence, il y a 7 textes législatifs européens extrêmement compliqués, extrêmement touffus, qui sont en négociation depuis 5 ans, qui bloquent parce qu'il y a un désaccord politique sur la question migratoire en Europe. On regrette des pays qui sont notamment à l'est de l'Europe contre des mécanismes de solidarité dans l'accueil des demandeurs d'asile ou des réfugiés. Et je crois malheureusement que ça ne se débloquera pas tout de suite, pour être très clair. Mais on peut avancer sur certains autres sujets. Par exemple, renforcer l'agence européenne qui protège nos frontières et créer une forme de politique de solidarité un peu différente, mais dans la protection des frontières. Je crois que c'est utile aussi. On l'a vu pendant la crise biélorusse que vous avez sans doute suivie, où
de manière organisée. Un afflux migratoire a été fait vers la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, des pays de l'Union européenne, par la dictature biélorusse, pour créer une tension et provoquer une désunion ou des réactions brutales, espérées comme brutales, européennes. Donc si on n'a pas, avec des règles communes, conformes à notre droit, aux règles internationales, au respect des personnes, une agence qui assure ou qui aide ces pays à assurer dans certaines périodes de crise la protection des frontières, là je crois aussi qu'on a besoin d'une règle européenne. Et donc on peut avancer là-dessus ou aboutir là-dessus, je crois, sous présidence française, renforcer cette agence européenne qui s'appelle Frontex. Voilà, je prends ces 4 exemples, notamment les 3 premiers, parce que je pense qu'ils sont très importants et concrets, mais parce qu'ils démontrent 2 choses. D'abord que sur ces sujets, on dit souvent: «Pourquoi agir à l'échelle européenne?» On voit bien que c'est la bonne échelle. Je ne le dirai pas de tous les sujets, hein, même si je suis un Européen convaincu. Je ne pense pas que l'Europe doive se mêler de tout, en tout cas pas au niveau, bruxellois ou au niveau, communautaire. Mais sur ces sujets, il y a une valeur ajoutée européenne qui me semble très claire. Et puis aussi parce que sur le climat, sur le numérique et sur le social en particulier, on définit une forme de modèle européen. Heu, qui est cet équilibre entre, la liberté, d'expression, d'entreprise, de création, de contenu ou de divers objets, mais régulé, encadré, équilibré par, une solidarité collective qui s'exerce au niveau national, mais aussi au niveau européen. Et qu'on a d'ailleurs vu, je crois, ce modèle européen à l'œuvre pendant la crise, qu'on vit malheureusement encore, celle de la Covid, où il y a eu un modèle européen de réponse à la crise, je crois, qui a été une combinaison, particulière, probablement unique au monde, en Europe, avec à peu près les mêmes mesures en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et ailleurs, de protection très forte de nos économies et de nos emplois, plus qu'ailleurs, plus qu'aux États-Unis, par exemple, encore, je crois, mais aussi de vie démocratique qui a continué. On a eu des restrictions très dures, des débats, on le voit encore aujourd'hui, légitimes sur les mesures qu'on prend, mais jamais notre vie démocratique, en France comme ailleurs en Europe, ne s'est arrêtée. Là où d'autres régimes déjà autoritaires ont renforcé encore leur emprise. Et je crois que c'est, cette combinaison qui résume assez bien, ce qu'est l'Europe. Liberté, solidarité, démocratie et solidarité, et qu'à travers ces 3 exemples, on pourrait renforcer en espérant que cette présidence joue ce rôle d'accélérateur utile pour, ces grands thèmes. Je finis sur un dernier sujet ou une dernière dimension d'une présidence. Une présidence, c'est aussi un moment, heureusement, on ne fait pas qu'organiser, des trilogues, comme on dit, de négociations avec, le Parlement européen, la Commission européenne. Ce n'est pas seulement, tel texte qui, gagne quelques semaines de négociations dans son circuit législatif. Bon, c'est pas tout ça. C'est aussi cet aspect de vitrine que j'évoquais, parler d'Europe ou de l'Europe en France, des idées françaises en Europe. Mais il y a aussi une idée, je crois, de projection, de regard vers l'avenir, de rêve européen aussi, parce qu'on s'interdit, je crois, un peu trop souvent de parler de l'Europe avec enthousiasme. Le mouvement européen le fait, et je sais que parfois c'est difficile, et vous le faites avec courage et avec énergie. Mais c'est ça aussi une présidence. C'est ouvrir des chantiers, ouvrir des idées, faire des projets. Certains aboutiront, d'autres n'aboutiront pas. Certainement pas pendant les 6 mois de la seule présidence, mais c'est ce qu'on a essayé de commencer à faire quand le président de la République évoque l'idée d'un service civique européen accessible à tous les jeunes de moins de 25 ans. Je suis très honnête, ça ne va pas se décider définitivement, se financer, se mettre en place avec tous les éléments précis pendant la présidence française. Mais si on lance l'idée, qu'on commence à discuter, que dans un an ou deux, ça marche aussi comme ça, les grands projets de long terme, ça voit le jour, je crois qu'on aura été utile, et il faut utiliser les présidences aussi pour faire ça. Une idée comme Erasmus est née comme ça, des idées comme l'euro sont nées comme ça, de quelques courageux qui, à un moment, ont dit on lance l'idée, et qui ont parfois vu plus tard, parfois des années plus tard, la réalisation de ce projet. Mais pour mettre une touche d'arrogance française dans cette présidence, on a aussi, je crois, cette responsabilité française. Nous sommes un pays fondateur de l'Union européenne. Nous avons parfois la croyance un peu trop chevillée au corps que nos idées doivent s'imposer tout de suite. Ça, c'est une mauvaise pratique. Mais en revanche, formuler des idées, ouvrir le débat, essayer de convaincre. Cette taxe carbone aux frontières de l'Europe que j'évoquais, c'est plusieurs années de débats académiques, politiques, français, mais pas seulement, qui a abouti enfin à une proposition et en quelques semaines, j'espère, à un accord et à une mise en œuvre. Donc il faut aussi ouvrir ces grands chantiers. Et je pense que la question de la jeunesse, je ne le dis pas seulement parce que je suis ici, mais parce que c'est vital de renforcer ce sentiment d'adhésion à l'Europe, et ça se fera par votre génération. On a besoin d'avoir des projets
concret. Je pense, mais je ne fais qu'ouvrir le sujet parce qu'il est très vaste, que ouvrir la question aussi de la démographie européenne, c'est extrêmement important. C'est quelque chose dont on parle très rarement. Mais quand vous regardez les projections à 2050, l'Europe est un continent en déclin sur le plan démographique. La France, moins que pas par rapport à d'autres pays, mais beaucoup de pays européens ont déjà connu depuis une vingtaine d'années un très fort déclin démographique. Je ne pense pas qu'il y ait de remède miracle, mais qu'il y ait une politique européenne en matière de soutien aux politiques familiales, par exemple, n'est pas forcément absurde. C'est un champ qui n'existe pas dans les compétences de l'Europe aujourd'hui, mais pourquoi pas. Et ça éviterait, je crois, à terme, des discours un peu fantasmés sur la pression migratoire, voire le grand remplacement ou ce genre de délire qui naissent aussi dans la peur d'une société qui se replie ou qui s'étiole d'une certaine façon. Quand vous voyez beaucoup de pays de l'Est de l'Europe qui ont parfois perdu de la population, mais surtout perdu leur jeunesse, qui est partie travailler ailleurs en Europe, ou parfois beaucoup plus loin. C'est vrai des pays baltes, c'est vrai de beaucoup de pays d'Europe orientale. Je crois que ça contribue aussi à un malaise à l'égard de l'Europe qui ne justifie pas toutes les dérives que l'on voit sur l'état de droit, évidemment pas, mais qu'on doit aussi traiter, si je puis dire, à la racine. Voilà. C'est ce type de débat, pas pour trouver des solutions en 6 mois, mais qu'on doit aussi ouvrir en Europe. C'est notre responsabilité, je crois, pendant cette présidence. Voilà pour essayer de tracer à très grands traits, en étant déjà un petit peu long, ce que doit représenter, à mon sens, en termes d'action et d'idées, cette présidence française. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire d'État. Merci beaucoup d'avoir rappelé les différentes temporalités qui venaient structurer, notamment celle de la présidence, enfin qui vont structurer la présidence française du Conseil, celle de la présidence elle-même, et puis cette temporalité. Le président Macron a beaucoup insisté sur l'Europe à l'horizon 2030. Vous évoquiez l'horizon 2050 sur les questions démographiques et la nécessité d'ouvrir un certain nombre de débats. Mais je ne vais pas redire en moins bien ce que vous avez très bien présenté. Vous avez souligné l'importance de la jeunesse. Je vais donc passer la parole directement à cette jeunesse qui est dans la salle, qui nous suit aussi en ligne. Et donc, mesdames et messieurs, qui veut ouvrir les hostilités? Je sais que la première question est toujours la plus difficile. Ah, monsieur, et on va vous faire passer un micro. Et pour les gens qui nous suivent en ligne, vous avez aussi la possibilité de nous adresser des questions via Zoom. Bonjour, je vous remercie pour votre intervention. J'ai une question sur la fiscalité de l'Union européenne. La taxe de l'OCDE sur les multinationales de 15% a complètement freiné et passé sous silence le projet de taxation des multinationales de l'Union européenne. Je voulais savoir si du coup cette taxe de l'OCDE remplaçait la taxe de l'Union européenne, parce qu'on sait que du coup cette taxe a été décidée face aux États-Unis, dont le vote était très important. Et est-ce que du coup, on va complètement supprimer cette idée de taxe à l'échelle européenne pour les multinationales? Je vous propose qu'on commence par cette réponse et après on groupera peut-être quelques questions. Alors, je vais, si je peux me permettre, un peu démentir votre présentation du rôle des États-Unis. Je suis dans mon rôle, mais parce que je crois que c'est la réalité par ailleurs. C'est vrai qu'il n'y aurait pas eu l'accord international OCDE à plus de 130 pays, tant mieux, s'il n'y avait pas eu le mouvement des États-Unis après l'arrivée à la Maison-Blanche de Joe Biden. Ça, c'est clair. Mais l'idée, je ne sais pas ce qu'aurait fait Joe Biden s'il était président 4 ans avant, ça, je ne peux pas dire, ou si Donald Trump n'avait pas été élu. Mais le fait est que les États-Unis sont le pays qui avait mis au départ un verrou. Alors, évidemment, quand on a mis le verrou et puis qu'ensuite on ouvre la porte, qu'on y venait, on a l'impression que c'est ce pays-là qui accueille tout le monde. Bon. Enfin, au départ, ils n'étaient pas obligés de mettre un verrou. Donc, ils ont longtemps combattu cette idée au niveau international et ils ont débloqué leur blocage à un moment donné. Tant mieux. Mais à la fin, le résultat compte. Bon. Mais quand même, pour qu'on soit de temps en temps un peu fiers comme Européens, c'est une idée qu'on a portée. Quand je dis on, c'est pas moi personnellement, même si j'y crois beaucoup et que je l'ai défendu. La France seule, ce sont les Européens. La France y a joué un rôle important depuis 2017-2018. Si je reprends l'historique sans être trop long, plusieurs pays, la France beaucoup, se sont battus pour que la Commission européenne propose une taxe qui était un peu différente parce que c'est une taxe sur les entreprises du numérique.
Donc, le projet a un peu changé au fur et à mesure. On a convaincu un nombre important de pays européens, 24 de mémoire, c'est beaucoup, mais il faut l'unanimité sur les questions fiscales, de soutenir ce projet. Comme c'était bloqué, on a essayé, pour beaucoup de pays, je crois que c'était un peu une tactique, pour être honnête, au sein de l'Union européenne, de dire, bon, bah, on ne va pas se mettre d'accord dans l'Union européenne. Plusieurs pays, dont l'Irlande, étaient très contre. Ouvrons une négociation internationale, comme ça, si tout le monde y arrive, sous-entendu, ça n'arrivera jamais, on prendra cette taxe. Et puis, coup de chance, on l'a confié à l'OCDE, qui a fait un très bon travail, y compris l'administration de l'OCDE. Et les États-Unis, changement de président aidant, se sont ralliés à l'accord international. Pour aller très vite. Mais l'accord a un peu changé de nature entre-temps. Ce n'est pas un accord sur le seul secteur numérique. C'était ça la proposition européenne. Il n'y avait pas de proposition de l'Union européenne sur les multinationales en général. C'est devenu un accord sur les multinationales. Sur certaines multinationales et sur une forme de compensation des taxations très faibles de leurs profits. Pour faire très court, avec 2 piliers. Ça, c'est un accord très important. Est-ce que cet impôt minimum, comme on l'appelle parfois, agréé au niveau international, aurait pu être supérieur à 15%? La France était pour aller au-delà. On aurait, à un moment, il y a eu une proposition américaine de 21%, ça n'était pas l'accord international. Bon, je pense qu'il y aura plusieurs étapes suivantes. Mais enfin, on a au moins ça. Et quand on voit qu'il y a des pays en Europe qui sont à 10% aujourd'hui, la Hongrie, l'Irlande à 12,5%, c'est déjà un progrès. Et maintenant, l'Union européenne, oui, en effet, a mis de côté cette taxe numérique parce que, en fait, la taxe internationale, c'est la taxe européenne un peu revampée, si je peux dire, qui est plus large dans son spectre que le seul secteur du numérique. Ça couvrira aussi un certain nombre de grandes entreprises du numérique dont on a parlé. Donc, à court terme, l'idée, c'est de, puisqu'il y a cet accord OCDE, mais qui est un accord politique, qu'on transforme en législation, que cette législation, elle soit pour les pays de l'Union européenne la même. Donc, on va faire, et il y a une proposition européenne depuis la fin de l'année. Je ne l'ai pas mentionné pour cibler un peu les chantiers, mais ce sera un des sujets de la présidence française de l'Union européenne. J'espère qu'on aura un accord sur la transposition de l'accord OCDE dans l'Union européenne. Et je crois qu'on peut dire et qu'on pourra dire, revendiquer, sans que ce soit exagéré, que ce sera un accord international transposé en premier dans l'Union européenne et initié par les pays de l'Union européenne, parce que c'est quand même le cas. Tant mieux, encore une fois, si nos amis américains ont changé de ligne, de président et se sont ralliés à l'accord international. Mais on a parfois été un peu seuls. Donc, revendiquons quand même pour nous-mêmes cet accord international qui vient en effet, parce qu'il est plus large, remplacer la taxe européenne pour l'instant. Je vois une main qui se lève. On va prendre quelques questions. Ici, monsieur au fond. Je vais prendre aussi le monsieur là et je reviendrai vers vous tout à l'heure. On va faire. Bonjour, je vous remercie. Je voulais poser une question à propos de l'élargissement de l'Union européenne, surtout du coup sur les Balkans. Il y a une conférence en juin donc, qui est prévue avec, et qu'est-ce qu'on peut y attendre? Est-ce que la France pousse pour l'élargissement aux Balkans le plus vite possible ou freine, sachant que la situation politique intérieure de certains pays peut faire un peu peur en ce moment, on va dire. Donc, merci. Merci. On va prendre encore 2 questions si vous le voulez bien. On va grouper un peu les questions. Il y avait monsieur là-bas, voilà, qui a le micro. Et je crois avoir vu une question, monsieur qui était là. Oui, bonjour. Alors du coup, ma question, elle a trait à la devise relance, puissance et appartenance. La première question que je me posais concernant le mot puissance, c'est que il me semble que l'Europe s'est construite comme un instrument de paix et d'harmonie. Or, aujourd'hui, on nous l'oppose à la stratégie de boussole stratégique, que l'on passe finalement d'un pouvoir normatif à une tentative de création de forces militaires, de la défense des principes et aujourd'hui des intérêts. Et dans un climat de tension internationale où la perspective de conflit à authenticité est ouvertement envisagée, il est proposé aux Européens une stratégie d'affirmation de puissance par cette même stratégie de boussole stratégique. Je voulais vous faire part de mon sentiment d'inquiétude sur cette stratégie et je voulais savoir si l'Europe visait plutôt à une sécurité collective et de coopération. Et ensuite, si je peux finir sur l'appartenance, il me semble difficile de sentir… s'il vous plaît. Excusez-moi. En bref. Oui, de ressentir une appartenance aux affaires européennes, alors même que l'Union européenne est dans une crise démocratique assez importante, puisque nos parlements nationaux sont fortement marginalisés dans les discussions européennes, ou alors même que le Parlement européen n'a pas de pouvoir d'initiative.
Et face à cette affirmation de puissance, il me semble que le contrat social auquel les États membres, les Européens, ont signé, il me semble que cette composante-là de l'affirmation de puissance n'appartient pas au contrat social à la base dans laquelle on avait adhéré à l'idée de l'Europe. Merci, monsieur. Une dernière qu'on Et prend bonsoir, ici. merci pour cette intervention. J'avais 2 questions, je vais sacrifier la première. Concernant la quatrième priorité que vous donniez pour cette présidence, vous m'entendez? Et sur les migrations, vous proposez là un renforcement de Frontex et le fonctionnement européen n'a pas l'air de fonctionner. Et je me demandais s'il y avait d'autres pistes qui étaient explorées pour éviter l'instrumentalisation par nos voisins des migrants. On l'a vu avec Loukachenko, comme vous l'avez dit, on l'a vu à Ceuta, on l'a vu avec Erdogan depuis 2015, mais aussi Kadhafi il y a bien longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres pistes imaginatives qui sont peut-être une plus grande ouverture des frontières, un accueil différent qui serait proposé par la France? Merci beaucoup. 2 questions donc et une interpellation. Je vous laisse. Merci. Dans l'ordre pour être objectif, sur la question des Balkans occidentaux. Je vais être clair, je pense que les Balkans occidentaux, alors en termes bruxellois choisis, on dit ont une vocation européenne. Bon, disons les choses plus clairement. Je pense qu'ils vont rentrer et qu'ils doivent rentrer dans l'Union européenne. Je ne pense pas, en revanche, c'est pas seulement un commentaire diplomatique, je ne pense pas que ça doit être le plus vite possible. Il ne s'agit pas de ralentir pour ralentir, mais il s'agit d'être prêt. Et c'est vrai qu'ils ne sont, pas du tout au même rythme de préparation pour rentrer dans l'Union européenne, je peux dire de maturité. Pour être clair, d'ailleurs, ça se voit dans leur statut d'une certaine façon. Il y a 2 pays qui sont en négociation depuis plusieurs années, la Serbie et le Monténégro, même s'il y a des problèmes très lourds, notamment en Serbie, à régler. Il y a 2 pays qui sont bientôt dans un processus de négociation, dans le sens où on a donné l'accord politique à 27 pour ouvrir la négociation juridique d'adhésion, mais il y a un blocage par la Bulgarie. Je ne rentre pas dans ce long débat avec la Macédoine du Nord. Ces 2 pays, c'est donc la Macédoine du Nord et l'Albanie. Et puis, il y a 2 pays qui ne sont pas dans une procédure de négociation, même s'ils sont candidats et ils pourraient un moment rentrer, mais je crois que ça sera dans plusieurs années, enfin rentrer dans la négociation puis dans l'Union européenne, ce sera dans de longues années. C'est la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo qui, pour des raisons différentes mais très lourdes, ont des problèmes internes majeurs, d'abord de reconnaissance pour le Kosovo, de situation de tension extrême au sein de la Bosnie-Herzégovine à régler. Je pense qu'on a besoin de stabiliser les choses. Pour être clair, je pense qu'il faut pouvoir dire, je ne parle pas pour les 200 prochaines années, parce que qui peut parler à cet horizon, mais enfin pour les décennies qui viennent, nous avons un intérêt, je crois, à intégrer doucement les Balkans occidentaux. Je crois qu'après, il faut dire, parce que ça fait partie aussi, je ne le dis pas du tout comme sceptique de l'Europe, mais je crois qu'on a besoin de frontières, à tous les sens du terme, se dire que le projet ne va pas aller jusqu'à la Turquie ou à d'autres pays, Ukraine, Géorgie, etc. Qu'il faudra, ce qu'on n'a jamais su faire, si on est tout à fait honnête, trouver un autre mode de relation à certains pays de notre voisinage. Parce qu'une Union européenne à 40 pays, pas de chiffre magique, mais ça ne fonctionnera jamais. Déjà, 27, c'est compliqué, un peu plus de 30, ça risque de ne pas l'être moins. Et donc, l'autre condition, je crois, c'est non seulement que les pays des Balkans occidentaux, pour prendre cela, soient et réformer encore davantage certains secteurs en matière d'état de droit, en matière d'indépendance de la justice, etc. Mais surtout que l'Union européenne fonctionne différemment. Elle fonctionne, je le disais, je l'assume, déjà pas très bien à 27. Je pense qu'il y a plein de réussites européennes qu'on ne célèbre pas assez, mais le mode de fonctionnement, et on a mis un couvercle sur le débat institutionnel après les référendums français et néerlandais en 2005 avec une peur panique de rouvrir ce débat. Je pense qu'il est vital. On a, je crois, je ne donne que quelques pistes, une commission qui est trop grande, un Parlement européen, j'y reviendrai dans la réponse suivante, qui n'a pas le droit d'initiative, et d'autres sujets plus ou moins importants, mais on a une vie démocratique européenne, je ne parlerai pas de crise démocratique, je vais y revenir, mais qui doit être améliorée. Et puis surtout, moi j'y crois beaucoup, et pour moi, ce n'est pas une division de l'Europe, au contraire, c'est la condition de son unité dans l'action, si je peux le dire comme ça, c'est la différenciation. Alors c'est un éternel débat, je ne vais pas faire un long cours là-dessus.
tous les grands projets européens sont des projets qui se sont faits à quelques-uns, même quand on était moins, à quelques-uns, un plus petit noyau au sein du club. Schengen, on peut débattre de la pertinence de Schengen ou de le bon fonctionnement de Schengen. Je pense que c'est un espace très important. On l'a créé, même quand on était à l'époque 10 à 5. L'euro, on était à l'époque, on allait devenir 25. On était 15 dans le moment de l'euro, plus exactement. On l'a créé à 11. Aujourd'hui, on est 19. Et puis, il y a beaucoup d'initiatives politiques, je pense au-delà des coopérations les plus organisées, qu'il faut prendre à quelques-uns. Je prends un exemple, je pourrais être très long, mais je vais me limiter. Le plan de relance européen, qui je pense était une réussite importante il y a un peu plus d'1 an. Si on n'avait pas accepté un moment de tension où quelques pays ont pris l'initiative, notamment la France et l'Italie au tout début, puis on a trouvé un compromis franco-allemand, on a commencé par dire aux Allemands, écoutez, nous on veut un plan de relance, on l'assume, on est 9 pays à le demander. 2, la France et l'Italie sont devenus 9, et puis on a commencé une négociation avec l'Allemagne, et puis 4 mois plus tard, on était 27. Si on n'avait pas assumé qu'à un moment donné, il y avait quelques pays qui prenaient l'initiative politique eux-mêmes et qui assumaient de dire aux autres, écoutez, on avance, on va débattre, ça va être dur, mais on va le faire, on n'aurait pas eu le plan de relance à 27. Donc cette Europe doit accepter que des initiatives se prennent à quelques-uns, avec une condition, c'est de rester ouvert aux autres et d'avoir un socle commun. Il n'y a pas de projet politique, sinon ça ne sert à rien d'être 27 ou je ne sais pas combien, qui ne doit pas bouger. Et pour moi, c'est le marché unique. S'il n'y a plus dans l'Union européenne à 27, demain à 28 ou 29, le marché unique, ben, on aura cassé l'Union européenne. Et c'est un socle de valeurs politiques où il ne peut pas y avoir 2 ou 3 vitesses ou 2 ou 3 différenciations. Pour ça que je mène ce combat sur les valeurs et sur l'état de droit. Ce n'est pas parce que je veux embêter d'autres pays européens, parce que je pense d'abord c'est l'essence du projet politique, mais aussi parce que si vous commencez à dire, bah, écoutez, l'égalité, la non-discrimination, c'est interprété comme ça en Pologne, pas tout à fait comme ça en France, etc. On n'a plus de projet commun, autant que chacun reprenne ses billes. Donc ça, je pense, c'est les 2 éléments du socle non différenciables, selon moi. Le reste peut être différencié, au moins à court terme. Mais c'est la condition pour que cette Union européenne à 27 et a fortiori à quelques-uns de plus avec les Balkans occidentaux fonctionne. Donc moi, je poserai ces conditions de prendre son temps et d'accepter une Europe réformée institutionnellement et beaucoup plus différenciée dans ses grandes politiques. Alors sur la question, la crise démocratique, si je puis dire, ce n'est pas tout à fait un débat nouveau. Moi, je ne crois pas, non pas que je pense que tout marche bien dans l'Union européenne, mais on a une exigence démocratique avec l'Union européenne qu'on n'a parfois pas avec nos propres institutions nationales. Honnêtement, je vais le dire un peu brutalement, on n'a pas attendu l'Union européenne pour avoir un parlement marginalisé en France. Je ne pense pas que le fait, et c'est une réflexion que je me pose en tant que ministre, que le Parlement n'ait pas assez de poids dans nos institutions ne vient pas principalement de l'Union européenne. Le Bundestag n'a pas été écrasé par l'Union européenne dans un système parlementaire. Et après, il faut être cohérent. Soit on va dans une direction où on donne un peu plus de pouvoir au Parlement européen en considérant qu'il a sa légitimité dans certains domaines d'action, je le crois. Et à ce moment-là, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'il ait par exemple un droit d'initiative. C'est d'ailleurs ce qu'a exposé le président Macron lors de l'hommage qu'il a rendu au président Giscard d'Estaing. Ça, je crois qu'il faut le faire, en effet. Ça donne un poids au Parlement européen qui est important. Mais je n'irai pas dans la direction de redonner, ça me paraîtrait d'ailleurs un peu paradoxal, dans les domaines qu'on a confiés à l'Union européenne, qui ne sont pas tous les domaines, une forme de renationalisation en donnant le poids de la décision aux parlements nationaux. Il faut un Parlement européen plus fort, plus légitime, plus visible. Et dans les domaines où l'Union européenne agit, je pense à la politique commerciale en particulier, il faut qu'il joue son rôle et il faut qu'il puisse prendre des initiatives. Mais je ne crois pas qu'on soit dans une crise démocratique dans le sens où les mécanismes mêmes ne seraient pas démocratiques. On vote aux élections européennes. Le contrôle qu'exerce le Parlement européen sur l'exécutif communautaire est à bien des égards beaucoup plus fort que dans notre pays ou que dans d'autres pays européens, même des démocraties parlementaires. Le vrai sujet de ce qu'on appelle, à mon avis un peu par paresse, la crise démocratique, c'est ce que j'appelais de manière un peu générale le sentiment d'appartenance. Les élections européennes, soyons francs, pourquoi on pense que ça pose un problème démocratique? Parce qu'il y a une faible participation. Et pourquoi il y a une faible participation? Pas parce que le Parlement européen n'a pas de pouvoir, il en a beaucoup, mais parce qu'on ne le sait pas, parce qu'on ne le dit pas, parce qu'on ne montre pas les enjeux. Et d'ailleurs, aux dernières élections européennes, ça n'est pas du tout la fin du chemin et la panacée, mais le taux de participation aux élections européennes a augmenté partout dans l'Union européenne. Ce n'est pas qu'en France, donc je ne m'attribue absolument aucun mérite, mais partout, et notamment chez les jeunes.
et a inversé la courbe, comme on dit, par rapport aux 20 dernières années. On est encore à des taux assez bas. Mais pourquoi, je crois? Parce qu'il y avait des enjeux, il y avait une tension, on l'appelle comme on veut, nationaliste, progressiste, mais qui a au moins réveillé les consciences. Et puis, il y avait des enjeux dont on voyait la gravité peut-être de manière plus forte, plus lucide, le climat en particulier. D'ailleurs, les partis écologistes ont fait un peu partout un bon score, ça dit quelque chose, mais parce qu'il y avait un enjeu et que je crois qu'un peu plus qu'avant, on se disait, bah, ça se passe au niveau européen. Et donc, disons quelque chose, votons pour tel ou tel. Donc, il n'y a pas d'espace démocratique qui marche, il n'y a pas une sorte d'agora. Je ne crois pas à un peuple européen, c'est un slogan, mais une agora, des médias qui en parlent, des responsables politiques nationaux qui disent aussi qu'il y a des choses qui se passent au niveau européen, que ça vaut le coup de penser A, B ou C, mais de participer. Et je ne crois pas que ce soit, pardon de le dire comme ça, mais en répétant l'idée de la crise démocratique avec des sens un peu contradictoires, renationalisons au niveau des parlements nationaux ou donnons plus de pouvoir au Parlement européen, que l'enjeu central se trouve. Je crois que c'est vraiment dans cette identification de l'objet politique. Et c'est beaucoup une responsabilité nationale, hein, je le dis pour moi en tant que néo-responsable politique ou que jeune responsable politique, de moins en moins, mais quand même. Euh, Si on dit tout le temps que ce qui se passe, ce n'est pas lié à l'Europe, bien ou mal, je crois qu'on se trompe. J'ai eu ce cas de conscience, si je puis dire, au moment où il y avait le début de la campagne de vaccination. On avait fait le choix d'acheter nos vaccins comme européens. Ce choix est discutable, comme tout choix politique, c'est un choix politique. Je pense qu'on a bien fait, on pourrait y revenir. Mais au début, ça ne marchait pas très bien, pour être honnête. On vaccinait moins vite que les Américains, moins vite que les Israéliens, moins vite que les Britanniques, c'était dur, vous vous en souvenez. On aurait pu assez facilement dire, alors soit quand on est très anti-européen, c'était un bon fonds de commerce, bah, tout ça c'est parce que l'Europe marche mal. C'était probablement pas vrai, mais enfin c'est facile à dire. Soit quand on est pro-européen, se cacher quelque temps en disant bon, on a peut-être fait une bêtise, attendons de voir comment ça tourne. Et puis, si ça marche bien, on ira défendre l'Europe sur les plateaux de télévision. Moi, j'ai assumé d'essayer d'expliquer et de reconnaître les erreurs, mais d'expliquer les raisons pour lesquelles on a fait ce choix européen, qui, je crois, se sont révélées bonnes. Ce n'était pas un pari complètement en l'air. Je crois que c'était un bon choix. Mais il faut aller au moins aussi dans les moments où ça ne va pas, justifier ses choix, se faire engueuler, expliquer pourquoi on a choisi la voie de l'Europe. Et ce n'est pas une question de dessaisir les parlements nationaux, c'est une question parfois de manque d'éthique politique, si je puis dire, de nous-mêmes, qui n'expliquons pas les enjeux européens et de l'information en général, etc. Vous essayez de faire beaucoup d'ailleurs. Donc voilà, pardon, j'ai été un peu long, mais non exhaustif évidemment, mais je crois beaucoup plus à ça. Pardon, j'en ai oublié le troisième point que vous souleviez sur Frontex, pardon, sur la question migratoire que vous cherchez. Je crois beaucoup à Frontex, si je peux le dire comme ça, parce que je crois que défendre, et c'est très important aussi de l'expliquer par rapport à la question précédente, défendre un projet européen, ça ne veut pas dire vivre dans un monde, ce qui est aussi un autre débat, une position légitime, mais pas la mienne, où il n'y a pas de frontières, où il n'y a pas d'État, où il n'y a pas de régulation, etc. Je ne crois pas du tout. On a longtemps identifié, ça lui a fait beaucoup de mal en France d'ailleurs, et ça peut être vrai, et ça peut l'être encore, l'Europe a une forme de cheval de Troie de la mondialisation, de dérégulation, de mouvement no border ou je ne sais quoi. Je ne crois pas que ça doit être ça. C'est un projet politique avec des institutions, des frontières, un projet, des valeurs, un sentiment d'appartenance. Comme ce n'est pas un État, l'Europe, mais c'est un projet politique. Et s'il n'y a pas ce socle, 4 ou 5 éléments, ça n'existe pas ou ça ne dure pas. Les frontières en font partie, leur protection aussi. Et on a vu dans cette crise, je crois, nos progrès et nos manques. Nos progrès, c'est que et la Pologne elle-même, dont on ne peut pas soupçonner le gouvernement à Varsovie d'être extrêmement fédéraliste, a reconnu que sans l'action européenne, il n'aurait pas réussi à baisser cette pression qui a été organisée, une vraie attaque d'une certaine façon. Je ne reviens pas sur l'histoire, qui est assez triste d'ailleurs, qui n'est pas finie. C'est M. Loukachenko qui fait venir, par des passeurs, un système de passeurs d'État en quelque sorte, des gens du Proche-Orient, des migrants qui veulent venir en Europe et qui les met ensuite, après l'arrivée à Minsk par avion, dans des bus, en les lâchant dans la nature vers la frontière polonaise ou lituanienne. Il ne faut pas accepter que ce soit Loukachenko qui décide qui rentre ou qui sort en Europe. Ça ne veut pas dire se comporter n'importe comment. J'ai dit clairement qu'il ne fallait pas construire des murs et d'autres choses. Mais ça, on le fait par une action européenne. Action diplomatique, par exemple. C'est comme ça qu'on a agi auprès de l'Irak, de la Turquie ou d'autres pays pour stopper les vols.
La Pologne n'aurait pas su le faire, elle le reconnaît elle-même toute seule. La Pologne a effectivement maintenu ses frontières elle-même parce qu'elle a refusé l'aide de Frontex. Je pense qu'elle aurait dû le faire, mais ça, c'est son choix à la limite. Et aujourd'hui, Frontex est encore un peu faible. C'est pour ça que je parlais de manque. Frontex, c'est très long à déclencher, c'est un peu bureaucratique et il y a très peu d'effectifs. Aussi parce que les États membres contribuent encore assez peu aux effectifs de Frontex. Après, soyons honnêtes jusqu'au bout, ça pose des questions qui ne sont pas minces d'organisation et même de souveraineté. Est-ce que, prendre un autre exemple que la Pologne, est-ce que la Lituanie, qui a fait appel à Frontex, peut accepter que la police aux frontières, quand il faut bloquer une frontière dans ces cas-là, soit assurée par un Français ou un Espagnol? Ce n'est pas évident en termes de souveraineté, honnêtement. Et qui est responsable? S'il y a un policier aux frontières français qui est en Lituanie, il y a un incident qui se passe parce que voilà, c'est la France qui est responsable parce que sa police a agi de telle ou telle façon, ou c'est la Lituanie parce qu'elle a donné l'instruction? Ce n'est pas facile de mettre ses forces de l'ordre sous l'autorité d'un autre État. C'est une étape qu'on n'a pas encore franchie. Je ne suis pas sûr qu'il faille la franchir tout de suite. Donc, ça pose des questions lourdes. Mais en revanche, on n'a pas encore les mécanismes de réaction et d'urgence parce que, on a parlé sur la coopération et la puissance, l'Europe n'a pas été conçue pour ça. Et je n'ai pas répondu à ce dernier point de la question, j'en dis un mot, la question précédente. Moi, j'assume qu'on doit compléter la coopération par la puissance. Alors, c'est assez difficile et nouveau parce que je ne suis pas historien, donc je le dis avec grande prudence et très schématiquement, mais on a, sur les 200 dernières années, jamais combiné les deux en Europe, la coopération et la puissance. On a eu la puissance, clairement. On a dominé le monde même, y compris dans ces grandes dérives, colonisation, etc. On a été tellement puissant qu'on se permettait le luxe de se battre entre nous. On a vu ce que ça donnait. On l'a perdu, cette puissance, et on s'est autodétruit avec les drames de guerre civile européenne et de massacres que l'on connaît jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, je simplifie évidemment, on s'est en quelque sorte privé de la puissance parce qu'on l'avait retournée contre nous. Et donc, la puissance est partie ailleurs, un peu dans les États qui ont survécu au drame de la Seconde Guerre mondiale. Certains, on les a dessaisis de la puissance, comme l'Allemagne. Et la puissance est partie notamment sur les questions de défense aux États-Unis ou à l'OTAN. Et le projet européen, je crois qu'il n'a pas fait la paix, ce serait incorrect historiquement, mais il a ancré la paix. Et il a été fait pour ça. On a dit, on arrête maintenant, d'où le charbon et l'acier au départ, ce n'est pas qu'un mythe, c'est une réalité. On coopère. Et je ne vous fais pas toutes les étapes. On crée un marché commun, un marché unique, une monnaie commune, etc. On a assez bien réussi, même très bien réussi, cette histoire de coopération européenne. À tel point, et c'est sans doute un tort, que la guerre nous paraît impossible. Elle l'est toujours. On ne va pas casser ça. Mais on doit réinjecter de la puissance parce que sinon, la puissance, elle n'a pas disparu du monde, elle est ailleurs. Ce n'est pas comme si le monde était dépourvu de tensions. On a à nos portes la Russie qui ne va pas partir, on a à nos portes la Turquie qui ne va pas devenir un partenaire commode, on a à nos portes sur l'enjeu migratoire ou de sécurité le Maghreb, on a un peu plus loin, mais elle marque nos vies, la Chine, et puis l'allié américain. Bon, ça, eux n'ont pas renoncé à la puissance. Donc la question, c'est est-ce que nous l'exerçons seulement au niveau national ou en la déléguant aux États-Unis, ou est-ce que nous pensons qu'il y a une place pour l'Europe, l'Union européenne sur ces sujets? Moi, je pense qu'il y a une place et que c'est utile. Ça ne veut pas dire que d'un coup, on va créer l'armée européenne ou que tous les sujets régaliens de sécurité, de défense et de politique étrangère vont devenir bruxellois, pas du tout. Mais ça veut dire sur certains sujets, les grandes négociations internationales, notre politique commerciale à l'égard de la Chine ou d'autres, des négociations, comme on le voit, et on voit à quel point c'est difficile dans la relation avec la Russie aujourd'hui, doivent se faire aussi avec les Européens unis. Et c'est très dur parce que ce logiciel de puissance, on doit le réinjecter goutte à goutte, et ça prendra des années, sans perdre notre capacité à coopérer. Parce que sinon, je crois qu'assez vite, on revivra ce qu'on a connu il y a 50 ans. Merci, monsieur le secrétaire d'État. On va reprendre quelques questions. On a beaucoup de questions en ligne. Vous en avez traité quelques-unes, beaucoup de questions notamment sur les ambitions en matière de défense. Ah, je vois des questions féminines. Très bien, on n'en a pas eu jusqu'à présent. Je vais prendre vous et vous. Voilà. Bonjour, déjà merci pour votre présence. Ma question, elle portera sur la diplomatie féministe. C'est une diplomatie qui n'apparaît pas en fait dans le programme officiel de la PFUE et je m'interroge sur comment la France souhaite la porter à niveau européen et aussi dans ses relations dans la politique extérieure de l'Union européenne. Merci.
Donc, question féminine et féministe. Et je vais passer la parole maintenant à voilà, madame devant. Bonsoir. J'avais une question un peu plus spécifique sur les énergies renouvelables et les biocarburants. J'aurais voulu savoir quelle était la position de la France vis-à-vis des biocarburants et si elle souhaitait lui laisser une place de choix aux côtés des autres énergies renouvelables qu'on connaît. Merci beaucoup. Pardon, je n'ai pas entendu la fin de la question. Et si elle souhaitait lui laisser une place de choix aux côtés des autres énergies telles que l'hydrogène, par exemple, qu'on connaît bien. Merci. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question, monsieur, vous avez le micro Oui, là-bas. oui, bonjour. Merci pour votre intervention. Alors moi, c'était juste pour rebondir. Vous avez présenté un peu les points importants pour la présidence. Moi, je voulais juste revenir sur les propositions et les impulsions qu'elle a données le président de la République en question de défense européenne. Et si l'idée d'une défense européenne, à savoir, je sais pas, une armée européenne, la relation avec l'OTAN, allait être repensée pendant ces 6 mois et quelles seraient les impulsions données au cours de cette présidence. Merci. Oui. Peut-être commencer sur le dernier sujet, parce qu'il est en plus d'actualité. Je crois que sur les sujets de défense européenne, en relation à l'OTAN notamment, oui, on va essayer d'avancer. Il y aura notamment un sommet les 10 et 11 mars qui sera consacré à la question de la souveraineté européenne, dont cette question, pas seulement. Et puis, il y aura un sommet le 24 et 25 mars où on adoptera ce qu'on appelle la boussole stratégique, qui est une forme de livre blanc européen, pour reprendre ce qu'on utilise dans le domaine national sur la sécurité et la défense. Ça paraît peu important, un document, un bout de papier. C'est très important parce que ce qu'on ne sait jamais vraiment, ce qu'on n'a jamais vraiment défini en tant qu'Européens, c'est notre stratégie, les priorités, ce qu'on pense de la Russie, ce qu'on pense de la région Indo-Pacifique, notre relation à la Chine, aux États-Unis, etc. Ça ne va pas tout régler d'adopter le document, mais quand même, ça donnera un certain nombre d'éléments de stratégie commune. Et on a souvent, contrairement à ce qu'on pense, avancé beaucoup sur les outils en matière de défense. On a même créé ce qu'on avait appelé à un moment des battle groups en bon français, qui permettaient théoriquement d'intervenir à l'extérieur avec 1500 hommes, etc., qu'on n'a jamais en fait mis en place, déployé, parce qu'on n'était pas d'accord sur les menaces sécuritaires et la nature de nos interventions au Sahel ou ailleurs. Et donc, je pense qu'il vaut mieux commencer par cette espèce de feuille de route stratégique. Mais plus fondamentalement, au bout de 3-4 années de pratique sur ces sujets, je pense qu'on prend par le biais ou par le bout théorique le débat sur la défense européenne un peu trop. J'ai honte de dire ça dans un amphithéâtre, mais on rend ce débat un peu trop conceptuel. On peut avoir des débats éternels, parce que l'Europe, ce sont aussi des mots et une langue, des langues, sur l'autonomie stratégique, la capacité d'action autonome, la souveraineté européenne. Chacun a son vocabulaire. Je serais dans le même amphithéâtre à Tallinn ou à Vilnius dans les pays baltes. Je dirais défense européenne, probablement la moitié de l'amphi partirait en disant vous êtes fous, vous voulez nous livrer aux Russes, casser l'OTAN, vous êtes bien français, etc. Donc dépouillons en partie le débat à court terme de ces thèmes. Quand vous demandez plus concrètement, mais derrière le mot de défense européenne, qu'est-ce qu'on met? Parce que ce n'est pas juste un mot dans un communiqué. Quelles actions? Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il faut préserver l'OTAN? Oui, la France n'a jamais voulu casser l'OTAN. D'ailleurs, y compris dans les pays baltes, on participe à des opérations de sécurité. On a 300 hommes en ce moment en Lituanie, dans le cadre d'une opération de l'OTAN. Est-ce qu'à l'inverse, un pays comme l'Estonie, c'est pour ça que je prends l'exemple des pays baltes, en pratique, refuse de participer à des opérations de sécurité, même sans les Américains? Ça n'est plus exact, ça a changé. Ils sont au Sahel avec nous. Alors, rien n'est parfait, puis la situation est difficile en ce moment au Mali, bien sûr, mais on a quand même 10 pays européens qui sont avec nous dans une force qu'on appelle Takuba, de force spéciale, qui participe à l'action au Sahel, dans laquelle la France est une forme de nation cadre qui fait venir d'autres pays européens dans un cadre ad hoc. D'ailleurs, je parlais de différenciation, il n'y a pas besoin d'aller inventer quelque chose à Bruxelles là-dessus. Donc, tout ça pour dire que la défense européenne progresse encore lentement, mais quand vous regardez sur l'industrie de défense avec les projets franco-allemands qui sont très difficiles à faire avancer, mais on a fait le choix, le pari au départ, de lancer ces grands projets industriels franco-allemands, avions du futur, chars du futur. Sur notre document stratégique bientôt, sur les interventions extérieures elles-mêmes, qui est peut-être le plus difficile, et sur l'idée qui était longtemps un grand tabou, même si c'est encore tout petit, d'avoir un premier budget européen de défense, qu'on appelle le Fonds européen de défense, on a réussi à surmonter ces étapes.
Et je crois qu'aujourd'hui, plus personne en Europe, ce qui est peut-être le préalable, ne pense que tout se résumera à l'OTAN et à la protection américaine. Alors, ne perdons pas trop de temps à le verbaliser, parce que plus vous allez voir un pays balte en lui disant mais est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'on peut tout confier à l'OTAN et aux États-Unis? C'est traumatisant pour un pays balte. Leur sécurité a été construite en sortant de l'orbite soviétique et en se plaçant sous la protection de l'OTAN. Donc, si vous leur dites il faut compléter, il faut ajouter, etc., c'est stressant. Donc, ne perdons pas trop de temps sur ces mots et essayons d'avancer sur quelques actions qui vont ensuite dessiner, je crois, ce qu'on appellera, comme on veut d'ailleurs, dans quelques années, une défense européenne, une souveraineté européenne en matière de sécurité, etc. Donc, j'espère qu'on ne fera pas tout sous présidence française, hein, ce que je viens de décrire, mais de faire avancer notamment cette question de la boussole stratégique pendant le semestre. Pardon, j'oubliais du coup les deux autres points, diplomatie féministe et énergie renouvelable. Oui, pardon, et le biocarburant. Sur la diplomatie féministe, oui, dans le sens où la France a une action de diplomatie féministe, et d'ailleurs, on n'a pas été les pionniers, si on est tout à fait honnête. Beaucoup de pays européens ont lancé cette action, notamment au nord de l'Europe, avant nous, avec deux dimensions au moins, mais pour simplifier deux, je crois. Une qui est comment féminiser, c'est aussi un enjeu bien sûr, notre propre diplomatie, parité, recrutement, déroulement des carrières, parce que ça ne se fait pas simplement, moi je suis un grand adepte des quotas ou des règles à court terme, parce que je crois que les mentalités ne changent que quand, au départ, vous avez imposé quelque chose, et puis après, ça se fait spontanément. Mais d'abord, ça ne se fait pas spontanément, sinon ça se serait fait. Et donc, dans les nominations d'ambassadrices, par exemple, dans les postes clés du ministère, oui, on a cette politique. Je crois qu'aujourd'hui, on y est arrivé pour les 2 dernières années de nommer, pour le flux, si je puis dire, de nouvelles nominations, presque, pas tout à fait encore 50%, mais presque la moitié de postes confiés, de postes de responsabilité, notamment d'ambassadeurs, à des femmes. Beaucoup de pays européens le font. Ça veut dire aussi, diplomatie féministe, que le service européen d'action extérieure doit le faire. Je ne sais pas, j'avoue, ses performances en la matière. Ce n'est pas tout à fait de la responsabilité de la présidence française en tant que présidence du Conseil de définir ça, mais c'est un axe d'action. Puis le deuxième élément, qui est sans doute plus fondamental encore, ou plus transformateur encore, c'est dans notre action de diplomatie de défendre la cause ou l'action féministe par exemple, le soutien à l'éducation des filles en Afrique, en ciblant nos actions de développement, notamment celles de l'AFD pour ce qui nous concerne, sur un certain nombre d'actions. Je n'en suis pas le spécialiste absolu. On a beaucoup renforcé cela. On a créé un fonds d'ailleurs sur l'éducation des filles en Afrique, c'est pour ça que je le signale. Est-ce que l'Union européenne, quand on additionne toutes nos politiques de développement qui sont encore en partie nationales, est suffisamment à la hauteur de cet enjeu? Probablement pas. Et c'est probablement le sujet sur lequel on doit progresser le plus, parce que autant je suis optimiste sur le fait que nous-mêmes, nous ne serons peut-être pas des féministes parfaits tout de suite, mais nous aurons au moins féminisé nos actions, nos postes de responsabilité, notre service diplomatique en France et en Europe, autant je pense que sur le soutien aux droits des femmes et à la qualité de vie des femmes, si je puis dire, notamment dans le monde en Afrique et dans les pays en développement que nous soutenons, là, on a encore sans doute beaucoup à faire. Il y aura un événement consacré au développement, notamment à ce sujet, au mois de mars, sous présidence française de l'Union européenne, organisé par la Commission. Alors, sur les renouvelables et les biocarburants, le sujet des biocarburants est très technique, mais il y a un débat qu'on a en ce moment, c'est consistant à savoir le rythme auquel on passe aux biocarburants de nouvelle génération. Et avec, donc très concrètement, ça fera partie des textes qui avancent sous présidence française. Il y a un nouveau texte qui est en discussion, avec, si j'ai bien compris, parce que je ne prétends pas non plus être le spécialiste international des biocarburants, une forme d'arbitrage à faire entre attendre un peu pour passer à des carburants de nouvelle génération qui sont beaucoup moins polluants que ceux qu'on connaît aujourd'hui, qui sont principalement agricoles, mais qui mettront du temps. Et beaucoup d'industries qui ne veulent pas passer en réalité à des biocarburants, notamment dans l'aérien, ont tendance à choisir cette option. Attendons, on sera moins polluant en 2030, plutôt que d'amplifier le recours aux biocarburants existants qui ne sont pas parfaits, mais qui sont déjà un progrès par rapport à l'usage des carburants non bio, pour le dire comme ça. Et je pense qu'il faut tenir bon sur cette position-là. Ce n'est pas alternatif au choix des renouvelables. Ce n'est pas les mêmes usages. Et pour être très clair, parce que le débat sur l'énergie est un débat en ce moment difficile, voire un peu douloureux en Europe, nous avons en France et au niveau européen, on a le débat sur le nucléaire,
pour être clair, mais une priorité absolue, première, qui doit être donnée à l'investissement dans l'énergie renouvelable. Et on sera au niveau européen en 2030 et en 2050 le continent où le recours aux renouvelables sera le plus fort, ça, c'est clair. Et c'est là-dessus, dont je parlais du paquet climat qu'on doit négocier sous présidence française, qu'on devra adopter nos objectifs 2030 et 2050. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire d'État. On arrive au terme de cet échange avec les étudiants de l'IRIS-SUP. Je voulais vous remercier encore une fois d'avoir accepté de venir échanger avec ces étudiants, d'avoir accepté de répondre à leurs questions qui ont été très diverses, qui vous ont amené à traiter énormément de thèmes. Et avant de repasser la parole à Jérôme Quéré, il y a quelque chose, moi, qui me frappe, c'est cette question de l'articulation aujourd'hui entre les souverainetés nationales, la souveraineté européenne, dont on sent bien, à mesure qu'on entre dans le dur du sujet, si je peux me permettre, plan de relance, on met en commun nos politiques budgétaires, défense européenne, qu'est-ce qu'on décide de faire ensemble en matière, enfin, avec vraiment le cœur des souverainetés, le cœur de la souveraineté des États membres, cette nécessité de penser effectivement une souveraineté européenne qui vient s'additionner et pas remplacer les souverainetés nationales, piste que vous avez ouverte et développée aujourd'hui et que je retiens particulièrement. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire d'État. Jérôme Quéré, vous avez la lourde tâche de conclure cet échange. Merci. Oui, donc conclure cet échange qui a couvert beaucoup de sujets très variés et très denses n'est pas une tâche aisée. Mais ce que je vais retenir, c'est les phrases que vous avez utilisées pour illustrer ces différents propos. Vous avez dit qu'une présidence française du Conseil de l'Union européenne, c'est formuler des idées, essayer de convaincre sans imposer. Et donc, c'est vrai qu'il est important de dire que la France ne peut pas faire tout toute seule, même quand elle a une présidence d'une des institutions très importantes de l'Union européenne. Et donc, il est bon de pouvoir le rappeler sur différentes thématiques, même celles qui nous touchent à cœur. Et vous avez aussi dit votre volonté et la volonté de la France d'avancer sur beaucoup de sujets sans se perdre dans l'étymologie, qui peut par ailleurs aussi être un débat intéressant, mais sur certains dossiers, et notamment de défense, mais pas uniquement, il est important que l'Union européenne progresse. Vous avez également parlé de migration, deux sujets sur lesquels la présidence française ne pourra pas voir ses ambitions aboutir forcément, et vous le reconnaissez, mais qui méritent qu'elles s'en saisissent pour faire progresser le débat, même s'ils aboutiront peut-être plus tard. Mais certaines mesures, en tout cas, pourraient peut-être voir le jour, sans oublier, bien sûr, d'autres sujets, pas forcément beaucoup plus faciles, mais peut-être qui aboutiront plus tôt, tels que sur le numérique ou sur certaines questions climatiques. Je voudrais vous remercier encore une fois d'avoir accepté de nous dédier ce temps qui vous est précieux en ce moment, et vous souhaiter bon courage pour la suite de cette présidence française pour les 6 prochains mois. Merci.